Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini. Ça, c'est la reprise après la trêve internationale. On est très content de revenir pour une émission qui ne sera peut-être pas tout à fait une émission thérapie. Voilà, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. On a en tout cas hâte que le terrain continue maintenant qu'il a repris ses droits. Après une trêve internationale assez agitée du côté de l'OGC Nice entre rumeurs de départ de Lucien Favre, règlement de compte par médias interposés entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Mais on va pas parler de tout ça aujourd'hui, on va parler de l'avenir, du terrain, de choses un peu plus concrètes et on espère un peu plus réjouissantes. Pour ce programme, j'ai avec moi Pancho. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Ravi de pouvoir, reparler, foot, avec vous. Ouais, parce qu'on a parlé d'un peu tout sauf de foot quand même, hein, ces dernières semaines, malheureusement en ce qui concerne l'OGC Nice. Donc voilà, le terrain a repris ses droits et en plus on a eu des nouvelles fraîches de l'organigramme, le El Famoso organigramme qu'on attend depuis qu'on attendait depuis 3 mois maintenant, mais on va y venir juste après avoir accueilli Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Sky, salut Pancho, salut à tous. Bah écoute, ça va plutôt bien. Des choses positives dont on va parler aujourd'hui. Il y a un match frustrant, mais il y a eu des choses positives, donc ça va. Voilà, le positif, on va essayer de retenir aujourd'hui. Et messieurs, la Toujours. première note positive, alors toujours toi, oui, Pancho, je le sais, moi, c'est un peu plus rare, comme nos auditeurs le, le savent, mais cette fois, je ferai un effort, promis. Blague à part, on va commencer par l'actualité brûlante de l'OGC Nice. C'est tombé il y a quelques minutes, à l'heure où on enregistre ce podcast, et probablement hier, à l'heure où vous l'écoutez. L'OGC Nice a enfin un nouveau directeur sportif. C'était attendu quand même depuis le départ de Julien Fournier au tout début de l'été. C'est tout début de l'automne que l'organigramme est enfin complet. On avait accueilli Fabrice Bocquet en tant que directeur général. C'est Florent Gisolfi, le directeur sportif du RC Lens, qui devrait être débauché par Ineos et mener la politique sportive de l'OGC Nice sur les prochaines saisons. Ça vient de tomber une information. L'équipe confirmée par RMC, confirmée par Nice Matin. On attend l'officialisation. Il y a notamment une conférence de presse à 12h30 ce mardi du côté du RC Lens où on imagine notre nouveau directeur sportif va annoncer son départ. Alors messieurs, je vais peut-être un peu orienter le débat, mais déjà, enfin, ça c'est une bonne nouvelle, je pense, sur laquelle on est unanime. Quant au profil du directeur sportif, on attendait peut-être quelque chose d'autre, mais au final, est-ce quand même une bonne nouvelle? Vas-y Jérémy. Merci. Bah écoute, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le nom est pas clinquant, mais je trouve que c'est un très bon profil, étant donné ce qu'il a fait à Lens ces dernières années. Donc quand on voit les recrues que fait venir Lens, et surtout après le résultat sur le terrain des dernières années. C'est plutôt prometteur. Moi, je trouve que c'est plutôt un très bon choix. En plus, le nom a été soufflé par Bocquet, donc du coup, je pense que les 2 ont déjà travaillé ensemble Ils ont travaillé et ensemble doivent entre voilà, 2017 et voilà, 2019 à Lorient, voilà. effectivement. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé ensemble et qu'ils doivent s'apprécier. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle dans l'optique de cette collaboration. Moi, je suis plutôt content. En plus, pour faire un avis plus général sur les 2 profils, c'est 2 personnes plutôt, on va dire, ben, jeunes, hein, qui ont un profil justement qui peut-être un renouveau avec, des gens dans l'air du temps. Ça peut être bien, je pense, pour le club avec des nouvelles idées. Donc très content que ça arrive. Je m'attendais pas à la nouvelle, maintenant en fait, mais c'est très, très bien que ça arrive donc voilà. Moi, la seule réserve que j'ai, c'est à voir si, justement, ça s'est très bien passé pour lui, à Lens apparemment. À voir si avec des optiques, un peu plus élevées, des objectifs justement avec des coupes européennes et tout ce qui va avec, il arrive à passer le cap. Mais voilà, c'est tout. On verra bien. Tu fais bien de préciser qu'il est jeune, puisque notre nouveau directeur sportif est plus jeune que notre capitaine Dante. Voilà pour la petite Voilà. anecdote statistique, bon, qui n'a aucune valeur, mais voilà, ça m'a fait sourire. Pancho, c'était probablement pas le nom qu'on attendait. Bon, ce n'est pas Michael Edwards, hein, très clairement, mais effectivement, il sort de plusieurs années d'excellent travail à Lens. Il a la chance de bien s'entendre professionnellement avec notre directeur général. Ça nous évitera peut-être quelques quelques embrouilles comme on a pu connaître sur la saison passée. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de ton côté? Est-ce qu'au final, ce n'est pas un profil somme toute similaire à Julien Fournier, un homme qui a prouvé qu'il pouvait faire avec peu de moyens, mais la plus grande interrogation sur sa capacité à mener un projet de dimension européenne? Déjà, quel plaisir, ça a été
d'accueillir cette nouvelle sans 15 jours de rumeurs, qui vont à droite à gauche. Finalement, rien n'avait fuité et je trouve que ça rend la nouvelle encore plus, et bien, ouais, cool pour nous tous. Je suis très content de cette arrivée-là. Par rapport à ta question au sujet de Julien Fournier, écoute, je sais pas, je ne pense je le temps nous dira si effectivement, c'est un Julien Fournier bis, mais quoi qu'il en soit, tu t'attaches quand même les services d'un dirigeant, qui est quand même au Racing Club de Lens depuis 2019 et qui a su accompagner, qui a su confier aussi, enfin, donner les clés aussi du camion à Franck Hez. On voit, ce que réalise le coach depuis qu'ils sont, en Ligue 1 donc ça donne quand même, je trouve une dimension très intéressante, au profil de ce dirigeant-là et puis, comme j'ai pu le tweeter juste avant le podcast, en termes de crédibilité aussi. Aujourd'hui, Lens, sportivement, c'est l'un des projets sportifs les plus sexy, les plus intéressants, autant par les résultats, par le jeu, par l'ambiance en tribune et Nice récupère quand même un dirigeant, hyper compétent, qui a su faire ses preuves, qui a récupéré des joueurs type Seko Fofana, type, Openda, type, Sotoka, alors que personne ou quasiment personne ne les connaissait donc hyper optimiste pour la suite et oui, enfin l'organigramme qui arrive tardivement, mais qui arrive enfin. Ouais, il devrait y avoir encore quelques arrivées, hein, du côté du staff, notamment qui devraient se préciser dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, on y voit déjà beaucoup plus clair sur, disons le board du club et la façon dont ça va être, conduit dans les prochaines semaines et notamment au prochain, mercato. Alors j'ai bien entendu, vous êtes très optimiste, hein, sur cette arrivée. Effectivement, c'est un profil qui fait un peu l'unanimité partout où il est passé, dans des clubs certes de moindre envergure, hein, sans manquer de respect notamment, au Racing Club de Lens qui réalise un excellent début de saison contrairement à l'OGC Nice. Mais voilà, il y a de mon côté en tout cas cette petite, je vais pas dire inquiétude, hein, parce que je suis plutôt partisan de laisser les gens bosser et faire leurs preuves avant d'émettre un quelconque jugement. Mais je peux aussi comprendre les gens qui pourraient être déçus de se dire, ben, en fait, on fait venir quelqu'un qui doit prouver sur la scène européenne et qui ne va pas apporter son expérience au projet. Après, on souhaite évidemment tous que Florent Ghisolfi grandisse avec l'OGC Nice dans les prochaines saisons. Pour grandir, il faut un peu d'argent, un peu d'investissement en tout cas, et c'est la deuxième petite actu, allez, on va dire le petit bonbon que William Humbersey, le journaliste de Nice Matin, que les supporters de l'OGC Nice connaissent très très bien. Il était invité dans 100% Aiglon sur France Bleu Azur. Il a dit qu'effectivement, dorénavant, avec cet organigramme enfin bouclé, eh ben, Ineos avait décidé, d'éviter de réitérer un mercato un peu rocambolesque comme celui de l'été dernier et d'investir, alors plus ou moins, mais en tout cas vraiment de relancer les grandes manœuvres pour ce mercato, d'hiver, notamment. Bon, c'est peut-être aussi à la faveur des mauvais résultats et de l'effectif, un peu bancal que cette décision a été prise, mais voilà. Là, on a enfin, messieurs, disons un club opérationnel, des gens qui ont envie de travailler ensemble, des gens, qualifiés à leur poste pour lancer un nouveau projet, cher à Jean-Pierre River. Là, ça devrait démarrer dès le mercato d'hiver. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, encore une fois et si, notre ami William Humbersey, le dit, c'est qu'a priori, il va y avoir des investissements et peut-être des corrections possibles sur l'effectif au mercato d'hiver? Ou est-ce que vous êtes un peu, on va dire dans le mood, oui, d'accord, mais cette phrase Sky, on l'a déjà entendue plein de fois que ça y est, le prochain mercato, c'était le bon et pour l'instant, on n'a toujours rien vu venir. Je suis un peu entre deux, moi, du coup, parce que je veux bien croire qu'il ait plus d'investissements à venir. Ça me semble logique par rapport à notamment ce qui a été fait cet été, parce qu'on peut reprocher pas mal de choses dans la gestion, mais on peut pas reprocher les investissements faits sur ce mercato dans certaines sommes investies. Donc ça, c'est sûr. Après moi, ce que j'attends, c'est des faits. Donc là, au moins, on va avoir, que ce soit cet hiver et surtout pour le prochain mercato d'été, on va avoir un mercato qui aura été préparé à l'avance par le nouvel organigramme. Donc ça, c'est très positif. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner avec ce nouvel organigramme. Mais j'espère on le verra pas tout de suite, hein, mais j'espère en tout cas que ça va amener une certaine forme de stabilité dans le club et que ces gens-là et cet organigramme-là aillent avec des investissements qui soient faits sur du long terme et de manière cohérente. Voilà, j'espère qu'on va pas se retrouver dans 2 ans
avec encore des changements, pas de stabilité. Donc voilà, on verra. Mais c'est plutôt positif d'entendre ça plutôt que Ineos ne compte pas plus investir en tout cas. Donc c'est positif d'entendre ça, mais j'attends des faits parce que c'est vrai qu'on en parle souvent sur chaque mercato. Et en plus, je pense que Lucien Favre aussi attend des preuves dès le mercato d'hiver, à mon avis, sur certains ajustements. Il avait Donc fortement moi, insisté à son arrivée voilà. hein, sur l'importance du mercato d'hiver. On ne vous rappellera pas, chers auditeurs, l'épisode du mercato d'hiver 2017. Mm. Ouais, en plus, voilà, donc j'attends de voir, mais je me veux quand même plutôt optimiste, ouais. Moi, je tangue clairement pour la deuxième option, Sky. Clairement pas. Voilà, je suis ni optimiste ni pessimiste par rapport à ces déclarations-là. Ça me fait ni chaud ni froid parce que les déclarations, finalement, qu'on a pu entendre ce soir, c'est exactement les mêmes avant l'été. Donc, comme le dit Jérémy, les actes parleront. Donc là-dessus, moi je demande pas plus d'investissement en termes de chiffrage. Je veux dire, il y a 70 millions environ qui ont été investis sans compter les ventes, mais c'est un recrutement plus ciblé. En fait, c'est pas tant le montant pour moi, c'est vraiment la qualité du recrutement C'est la qui, cohérence d'un projet, en tout cas, c'est ça, qu'on cherche depuis plusieurs saisons. c'est l'équilibre de tes forces parce que offensivement, on se répète, hein, mais offensivement, le mercato est très très intéressant du côté de l'OGC Nice, mais défensivement, on va pas rappeler encore ce problème des latéraux, mais voilà, c'est totalement déséquilibré. Donc moi, c'est encore une fois, oui, de belles paroles, mais moi, ça ne me choquerait pas pour le prochain mercato avoir autant d'investissements, mais à- pour des joueurs, on va dire, plus ciblés qui correspondent vraiment à un besoin. Mmh. On espère aussi. Je pense que Lucien Favre l'espère, mais ça doit lui faire un peu du bien aussi au niveau de la crédibilité du projet, de voir qu'on s'adjoint, des personnes, compétentes, déjà reconnues dans leur profession et des personnes en plus, un peu quand même, qui sont sur du football, moderne. Donc je pense en phase aussi avec, l'actualité de ce que devient le football, aujourd'hui. Messieurs, je vous propose de clôturer la page organigramme, hein. Je vous avoue que c'était pas prévu que ça tombe aujourd'hui, hein. Comme vous l'avez dit, c'est un peu tombé, sans crier garde et sans rumeur. Donc c'est très bien. Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça nous rendrait les journées un peu plus zen et un peu plus courte. Mais bon, bref, c'est une bonne nouvelle. On attendra les officialisations, hein, bien entendu, c'est sous couvert de confirmation, même si quand les plus grands médias locaux et nationaux de football corroborent ces informations, c'est difficile de penser à un retournement de situation. Mais bon, voilà, on attendra quand même les prochaines semaines. On ne manquera pas de vous le rappeler une fois que ce sera officiel, une fois qu'on aura plus d'informations. Passons au terrain, peut-être, messieurs, et à la rencontre de samedi dernier. L'OGC Nice reprenait sa saison. J'allais dire reprenait sa marche en avant, mais pas vraiment. Au Parc des Princes pour la 9e journée. Peut-être pas le meilleur match pour se relancer quand tu finis avant la trêve en perdant face à Angers, que tu es en difficulté au classement. Défaite 2-1 malheureusement, mais dans l'intention, dans le contenu, ça avait quand même rien à voir avec ce qu'on a vu, face à Angers dans les semaines précédentes. Du coup, même les moins optimistes habituellement, de cette émission, ont envie de se dire: «Là, il y a quand même des bases sur lesquelles travailler et si on est capable de reproduire ce qu'on a vu samedi, jeudi face à Slovako et dimanche face à Troyes, il y a pas de raison que ça ne se passe pas mieux». Oui, c'est vrai que quand tu quittes, avant la trêve le club, par ce match absolument, abominable contre le SCO, tu t'attends pas forcément à une prestation comme ça contre le Paris Saint-Germain. Après, voilà, il y a la composante trêve internationale, la composante juste avant, le match de LDC pour Paris. Donc il faut pas oublier, voilà, qu'on n'avait pas non plus à faire un grand Paris Saint-Germain et surtout un Paris Saint-Germain sans Marco Verratti, qui est extrêmement utile lorsque l'équipe est pressée haut, chose qu'a a bien fait l'OGC Nice pendant quasiment toute la rencontre. J'ai pas envie de parler de défaite encourageante, j'ai juste envie de garder, voilà, les bonnes attitudes, les bonnes choses, entrevues ce week-end, et il va falloir reproduire ça, comme tu l'as dit, dès cette semaine avec 2 matchs, très importants autant en conférence qu'en championnat contre Troyes. Mais heu, c'est quand même un peu frustrant de se dire aussi que,
sur une série d'erreurs individuelles, tu passes à côté d'un match nul qui t'aurait fait, du bien autant dans les têtes que mathématiquement. On va en parler, hein, forcément de l'action qui mène au 2e but de Kylian Mbappé. Beaucoup de débats et de guerres intestines et fratricides, hein, dans notre communauté à ce sujet, à chercher à qui la faute, même si comme tu l'as dit, il y a forcément des erreurs qui sont individuelles, mais globalement une responsabilité collective. Pancho, mais donnons déjà la parole à Jérémy sur l'impression, générale de cette rencontre. C'est vrai qu'on se refuse un peu à parler de défaites, encourageantes, parce qu'on n'aime pas trop dans cette émission, cette thématique-là, mais globalement, aujourd'hui, quand on va faire l'émission, contrairement aux émissions thérapie, précédentes, et ben, on va réussir peut-être à un peu parler de ballon, de parler de quelques satisfactions. En tout cas, on se projette déjà mieux sur le prochain match et sur ce que l'OGC Nice, ce sur quoi l'OGC Nice, pardon, pourrait capitaliser, que des matchs avant la trêve où on se disait: «Bah, là, il y a tellement rien qui va», qu'on ne voyait pas, en fait, ce que l'OGC Nice pouvait, sur quoi on pouvait se baser pour espérer des lendemains meilleurs. Ouais, c'est ça exactement. Pour une fois, c'est vrai qu'on va peut-être plus parler de foot, de tactique que de comportement sur le terrain, donc c'est plutôt positif. Alors c'est moi j'en ressors quand même à la fois frustré et à la fois quand même, satisfait de certaines choses que j'ai vues. Après je me dis que on savait très bien qu'en allant au Parc des Princes dans notre situation, sans Jean-Claire Todibo d'ailleurs, ça allait être un match très compliqué, on n'espérait pas grand-chose. Je me dis que ressortir de ce match-là frustré, ça veut dire qu'on a plutôt fait un match assez cohérent. Bon, sans grande surprise, hein, c'est pour moi le meilleur match qu'on ait fait en Ligue 1 cette année. C'est de très loin le plus cohérent et le plus. Là, on a vu le plus de choses pour moi, même si on n'a pas eu énormément d'occasions, ce qui est un peu le point faible pour moi de ce match-là. Je trouve qu'il y a certains joueurs qui ont fait un très très bon match, qui se sont enfin un petit peu montrés. On a d'ailleurs eu le premier but de Gaëtan Laborde, je suis très content de ce point-là, ça va le lancer chez nous. Bon, après, il y a d'autres joueurs qui ont fait un très bon match. Mais ouais, je suis un petit peu, comme Pancho l'a dit, je suis un petit peu frustré en fait parce que les deux buts qu'on prend, pour moi, sont largement évitables. Bon, on prend un coup franc direct. Bon, on sait que c'est Messi, mais bon, avec un peu plus de réussite, il aurait pas marqué. Le second but aussi est largement évitable. Je me dis que c'est très dommage. Les quelques petites erreurs qu'on a fait, on les a payées cash. 2 erreurs de but, hein, C'est ça. quasiment, il y a eu Mmh. peut-être 3 occasions pour 2 buts en tout pour le Paris Saint-Germain sur cette rencontre. C'est ça que moi je trouve un petit peu dommage et je parlais un petit peu de manque de chance et de réussite des fois aussi cette saison parce qu'à chaque fois qu'on montre des choses, je trouve, on n'a pas la réussite derrière. Dire le nombre de poteaux qu'on a fait cette année, le nombre d'occasions loupées où ça passe à quelques centimètres. Là, c'est un peu pareil. On prend aussi des buts des fois, comme contre Angers par exemple, un Nabil Bentaleb. J'attends qu'il remette ce but-là pour voir, mais par exemple. Mais voilà, là, on prend un but encore une fois sur coup franc. Bon, on sait que c'est Lionel Messi et bon, il y a un espace, la cage est quasi vide, donc du coup, c'est plus facile de marquer. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué c'est compliqué comme match parce qu'après je me dis: «Bon, c'est le match contre Paris». Mais bon, en fait, quand on a pris le but de Kylian Mbappé, 2 minutes avant, je me suis dit: «Bon, on va peut-être commencer à pouvoir espérer le match nul» et c'est vrai que, Ouais, comme l'a ça très nous a mis une justement sacrée dit clim au final. c'est ça, On a l'impression d'être passé pas Mmh. loin d'une c'est ça. performance encore meilleure. Messieurs, je vous propose de passer sur ce qui a bien fonctionné, du coup, parce que comme Mmh. le disait Jérémy, hein, pour une fois, on va pouvoir parler un peu, soit tactique ou performance collective et notamment au niveau de l'attitude. Commençons par Mmh. là. On a senti des joueurs concernés, de la première à la 90e minute. C'est peut-être pas les meilleures périodes qu'on a vues de l'OGC Nice. Je pense que la deuxième période face à Cologne, notamment en termes, d'opportunités et d'occasions, reste au-dessus, reste la référence, de la saison. Par contre, si tu prends sur tout le match, Mmh. au niveau de l'implication, au niveau de la cohérence, je pense que c'est ce qui a été le plus complet. On a enfin vu l'OGC Nice jouer sur 90 minutes. Bien sûr, il y a eu des temps faibles, mais bon, globalement, ça n'est jamais parti totalement à volo. Et du coup, on se dit, en fait, ces garçons sont capables de tenir un match, tenir une tactique, tenir un comportement sur 90 minutes. Alors, est-ce que c'est les faveurs de la trêve internationale? Il y a eu un peu plus de temps pour bosser, un peu plus de vécu ensemble, ou est-ce que c'est l'effet du Parc des Princes, des caméras de Canal+, à votre avis, qui fait que, bizarrement, ça a mieux fonctionné qu'il y a 2 semaines face à Angers? Sans doute un peu des 2. Sans doute un peu des 2, mais je te rejoins complètement,
là-dessus. C'est le match le plus complet qu'on ait produit depuis le début de saison. Dans un schéma encore une fois différent, où on pouvait peut-être craindre, eh bien l'absence d'un 3 milieu. Je nous ai trouvé très cohérents. On a réussi à prendre la largeur, on a réussi à faire, des phases de circulation de ballon, extrêmement intéressantes. Le but de la board vient, aussi d'une phase de possession. Alors, la défense de Paris sur le stand d'Atal est un peu, est un peu dans le dur, mais en tout cas, on a le mérite aussi d'être présent dans la surface et de mettre ce but de renard. Donc oui, je pense que la trêve a fait beaucoup de bien, autant moralement que physiquement, que même dans la cohésion, et ça s'est vu. C'était beaucoup plus calibré. On savait, voilà, c'était plus clair. On a des motifs, on a des motifs d'espoir. On a des joueurs qui se sont, révélés aussi peut-être, sur ce début de saison. Donc heu ouais, ouais, assez intéressante comme prestation. Ouais, je pense que c'est un petit peu de tout. Déjà, le fait que tu te déplaces au Parc des Princes, inconsciemment, tu te dis: «Bon, on va essayer de faire mieux parce que pour pas repartir avec une valise». Et je pense aussi qu'il y a 2 autres aspects. Le premier, c'est que pendant cette trêve, justement, on a eu quelques internationaux, mais il y avait quand même un groupe assez large avec lequel, Lucien Favre pouvait travailler, un peu plus longuement. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés, depuis le début de la saison avec la Ligue Europa Conférence notamment, et les matchs en semaine aussi en Ligue 1. Donc il n'avait pas vraiment eu le temps de mettre en place quelque chose. Là, je pense qu'il a eu au moins quelques jours pour le faire. Et je pense aussi tout simplement que généralement ces trêves internationales, quand tu es dans un bon cycle, des fois ça te coupe un peu dans ton élan. Là, bon, nous on n'était pas du tout dans un bon cycle, mais justement ça permet peut-être aussi aux joueurs d'avoir quelques jours pour se poser, se remettre les idées en place et dire bon, on va essayer de repartir sur autre chose. Des fois ça fait du bien d'avoir quelques jours comme ça. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça. Après voilà, maintenant j'attends de voir dès les prochains matchs contre Slovako et contre Troyes qui vont être très révélateurs, voir si cette base qu'on a vue, un peu plus cohérente, et ces premiers automatismes continuent à avoir lieu. Et si on progresse, c'est surtout qu'on prenne enfin des points, que ce soit surtout en Ligue 1, donc qu'on confirme en Ligue Europa Conférence, ça il le faut, et qu'on prenne enfin des points en Ligue 1 parce que là ça devient quand même urgent. Alors parlons, de ce système tactique, encore une nouveauté du côté de Lucien Favre, en tout cas encore un 11 inédit également, à la faveur, déjà de la suspension de Jean-Claire Todibo qui était vraiment, la mauvaise nouvelle de cette rencontre. Un passage, si je ne dis pas de bêtises, auquel cas vous me corrigerez comme d'habitude, en 3-4-3 avec une charnière avec Pablo Rosario. C'était un peu, pas forcément attendu, dans cette défense à 3, mais peut-être son meilleur match de la saison, un poste qui n'est pas le sien, de notre bon vieux Pablo. Donc est-ce que lui aussi s'est remis la tête à l'endroit à la faveur de la trêve? On l'espère. Un milieu de terrain un peu, expérimental, puisque, voilà, Ross Barkley pour sa première titularisation, Aaron Ramsey, qui, du coup, confirme son retour, Mario Lemina, Sofiane Diop et devant Gaëtan Laborde, du coup, donc un milieu de terrain assez dense, assez fourni. Donc bien sûr, il y a l'absence de Marco Verratti, mais il y a aussi un milieu de terrain peut-être un peu mieux armé et un peu plus joueur également, qui a permis à l'OGC Nice, de jouer de l'avant, de porter un peu plus le ballon et d'arriver à regarder en face le milieu du Paris Saint-Germain. Et puis voilà, Gaëtan Laborde du coup en pointe, buteur, sur cette action. Il ne doit jamais marquer, on est d'accord que si la défense centrale du PSG n'est pas complètement ivre, je suis pas sûr que le ballon lui atterrisse dessus, mais bon, ça lui fera du bien, Mmh. et comme tu le disais Jérémy. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé des choix de Lucien Favre? Bien sûr, il y en a qui sont contraints, comme Pablo Rosario en défense centrale, mais voilà, que ce soit la titularisation de Kasper Schmeichel par exemple, celle de Ross Barkley qui était très attendue et qui peut-être malheureusement a un peu déçu, et le choix fort de laisser des hommes, autrefois indispensables au 11 sur le banc. Je pense à Nicolas Pepe, Khéphren Thuram, Andy Delors. Voilà, il y a un peu de choix sportifs, un peu de gestion. Comment vous analysez ces choix, et surtout, est-ce qu'ils étaient pertinents selon vous? Je pense que le dispositif, il était pertinent dans le sens où, j'avais, l'intuition et le sentiment qu'on allait faire un peu un match comme on a fait à Lille. C'est-à-dire,
un 3-5-2 avec gros bloc derrière et exploitation des contre-attaques. Ça avait plutôt bien fonctionné. Or, eh bien, on a reconduit ce 3-4-3, 3, ouais, on va dire plutôt 3-4-3, mais on a su garder le ballon. Pour les titularisations, bon, bah, Schmeichel de toute façon est programmé pour être le numéro 1. Je pense que ça plaise ou non, va falloir s'y faire. La titularisation de Pablo Rosario, eh bien moi, à titre personnel, je l'ai trouvée judicieuse dans le sens où, dans le dispositif de Lucien Favre, il ne peut pas et je ne le vois pas s'épanouir au poste de milieu de terrain. Il est trop limité techniquement et pour moi, ce poste-là, justement, eh bien, ça le décharge d'une partie défensive ils sont à 3 et ça lui permet aussi d'exploiter un peu ses remontées de balles comme La il a pu voilà, le la faire. doublure de Jean-Claire Todibo, c'est ça? Et tu sais que ça Recrue. fait quand même plusieurs semaines que je milite pour ça, hein, Ouais, ouais, Sky. ouais, Donc, ouais. tu Malheureusement, on est que trop bien au courant que tu nous as vendu non, mais Pablo Rosario au 4e décès depuis trop longtemps. eh ben Neymar, est-ce que tu l'as vu samedi soir? C'est vrai, contre toute attente, comme quoi le football est Voilà. vraiment un sport Donc incroyable. non, mais je l'ai trouvé très intéressant. Après, tu parlais de Ross Barkley. Alors oui, c'est vrai, j'attendais aussi beaucoup de Barkley. Je pense que, voilà, il a pas sorti une grande prestation. Je pense que ça a été peut-être l'un des joueurs les peut-être plus en dessous, sur cette rencontre. Maintenant, il était à un poste, un peu plus, sur le côté droit, qui peut-être lui correspondait un peu moins. Donc, bon, à voir peut-être, dans un poste un peu plus axial. Mais en tout cas, les choix m'ont paru assez cohérents. En fait, ce qui m'a le plus étonné, je crois, c'est, 2 milieux de terrain. En fait, je me suis dit: «Mais on va se faire défoncer» et finalement, ça a tenu la baraque. Lemina a été fantastique. L'homme du match, Mario Hem, Lemina? Très, très probablement. Ça se tient avec Diop parce que franchement, Diop, il a sorti un match aussi, Lemina, s'il sort pas, je pense pas qu'on perde. Donc par Mmh. rapport à ça, peut-être qu'effectivement, il a été déterminant, dans ce sens-là. Bon, top 3 Heu, avec Diop et Youssef Attal, de toute façon, je pense que le top 3 fait l'unanimité de toute façon, parmi les supporters après cette rencontre. Bah, ouais, Mathiaviti a été bon aussi, Rosario a été bon. Barre, si tu lui enlèves cette action, menant au deuxième but, il fait un très, très bon match. Merci. Non, mais c'est la vérité, franchement, Mais on dit il toujours a la été vérité dans cette émission, voyons, tout le monde le sait. non, mais je sais que dès qu'on parle de Melvin Barr, tu perds un peu en lucidité Non, je donc suis totalement objectif, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais voilà, un match maîtrisé au milieu de terrain, hein, pardon, je te coupe aussi pour passer la parole à Jérémy. Après bon, on fera notre habituel, dossier de fin d'émission, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait pour les prochains matchs, de ce milieu de terrain notamment qui je pense a été la principale réussite de cette rencontre? Est-ce que c'est davantage le système tactique? Est-ce que c'est davantage les joueurs? Parce qu'en fait, moi, tout simplement pour donner mon avis, ce que j'ai envie de retenir de ce milieu de terrain, c'est que, ben, bizarrement, quand tu alignes Mario Lemina et Aaron Ramsey qui sont, bah, les 2 milieux de terrain qui nous ont porté le plus satisfaction depuis le début de la saison, eh ben, c'est beaucoup mieux. Indépendamment de tout changement et de tout système tactique, tu as juste tes 2 meilleurs milieux de terrain ensemble sur la pelouse. Ouais, tout à fait. Alors moi, la compo me paraissait vraiment, cohérente. Le choix de Rosario est bon, je trouve aussi, parce qu'à chaque fois qu'il a joué à ce poste-là, il a été plutôt cohérent et apporté satisfaction. Et en plus, je pense que ce match peut lui faire beaucoup de bien parce qu'il a pu faire un bon match. Ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas fait un bon match comme ça, donc c'est plutôt bien. Le milieu, j'ai trouvé intéressant justement parce qu'en fait, on avait aussi Sofiane Diop et Ross Barkley qui dézonnaient pas mal et qui revenaient pas mal chercher le ballon aussi. Je pense que le but, c'était de surtout bien ressortir le ballon avec des joueurs qui étaient techniquement très à l'aise et qui pouvaient jouer dans les petits espaces, hein. Je pense notamment à Aaron Ramsey, Sofiane Diop et Barkley. Bon, en plus, ajouter à ça, Mario Lemina qui a fait un match bon, sur la lignée de sa saison pour l'instant, hein. C'est peut-être le meilleur joueur pour l'instant avec Todibo et Attal, je pense. Donc il a fait un match vraiment très très bon. Je pense que oui, s'il n'était pas sorti, on aurait peut-être pu tenir Mmh. ce match nul. Bon, en plus étant donné l'entrée de BKBK qui n'a rien apporté pour moi. Mais non, voilà. Enfin, le milieu de terrain, cette composition-là, je l'ai trouvé très intéressante, surtout l'animation qu'il y a eu avec justement Sofiane Diop et Ross Barkley qui arrivaient à beaucoup dézonner et à apporter un petit peu plus de poids au milieu de terrain.
En plus, Sofiane Diop a vraiment fait un match comme je l'attends de sa part, justement, parce que c'est un joueur que je trouve vraiment très très bon. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça. Discret, Et mais extrêmement actif entre les c'est lignes, ça. hein. Globalement, c'est lui qui a fait le fameux lien qu'on cherche Mm. depuis le début de la Mmh. saison entre le Il est milieu de terrain et créatif. l'attaque. Ouais, il est Mmh. créatif et puis bon, techniquement, c'est quand même largement au-dessus de la moyenne, hein, ce qu'il arrive à proposer. Et en termes de choix de joueurs aussi sur le banc, moi, ça m'a pas étonné de voir Andy Delors et Nicolas Pepe sur le banc, malheureusement, au vu des dernières prestations. Et surtout de l'entrée en plus de certains de ces joueurs-là. Je pense que c'est ce qui nous coûte aussi un petit peu la fin de match, certaines sorties de joueurs qui ont fait un très bon match. Et on s'est un petit peu affaibli au fur et à mesure, mis à part l'entrée de Kefren Turam qui avait besoin de souffler, je pense. En plus, il a joué avec les espoirs. Donc ça m'a semblé cohérent pour lui aussi de souffler un petit peu. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour Thuram. On sait que Khéphren Thuram a eu du mal à enchaîner les matchs en début de saison avec l'OGC Nice. Donc bon, on va pas tirer, des conclusions sur une demi-heure réussie, mais on a un peu plus vu le Khéphren Thuram, qui nous avait séduit la saison dernière. Ces grandes chevauchées vers l'avant pour porter le ballon. Il y a une ou 2 Mmh. actions d'ailleurs qui ont failli, être dangereuses en contre pour l'OGC Nice, initiées par son mouvement. Donc c'est positif pour la suite. On ne doutait pas forcément Mmh. que Fren Thuram avait conservé le talent qui est le sien. Mais là, on se dit, ben voilà, au moins on a revu le Kefren Thuram qu'on a aimé sous les couleurs de l'OGC Nice. Il avait besoin de respirer, il n'a joué qu'une demi-heure, mais là on a envie de le voir se régaler face à Slovako dans le 11 jeudi. Tout à fait et puis en plus de ça, faut pas oublier qu'il a joué aussi en espoir pendant la trêve donc il a pas mal enchaîné depuis le début de saison, le voir démarrer sur le banc, c'est pas tant qu'il n'est plus titulaire, mais ça paraissait logique au vu de la rotation. Moi après j'ai peut-être une théorie, par rapport au Alors, on s'est à sa débarrassé de Brice et de ses théories pour récupérer non mais Pancho et ses théories, mince. non mais par rapport à sa baisse de régime, j'ai l'impression que, il devient ou il travaille justement pour être un joueur beaucoup plus complet. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on le connaît par rapport à ses grandes chevauchées et son apport, on va dire, balle au pied. Par contre, sur sa rentrée contre Paris, il est très bon aussi défensivement. À un À la moment, il coupe, récupération, à la effectivement. récupération du ballon et je pense qu'il est en train de devenir un joueur beaucoup plus complet, capable de jouer dans un milieu à 2, dans un milieu à 3. Et je pense que ça peut être que bénéfique pour lui. C'est un joueur qui est encore très jeune et qui a encore une marge de progression ultra importante. On espère. En tout cas, bon, on est fan, hein, de Kefren Turam. Bon, comme la plupart des supporters de l'OGC Nice, en même temps, vous aurez du mal à en trouver qui ne sont pas fans, même si, bon, sur ces dernières semaines, ça a été un peu plus compliqué de l'exprimer, forcément. Ce milieu de terrain qui, je pense, voilà, est la grosse satisfaction. Alors, sans jouer non plus à Football Manager et pour la prochaine composition d'équipe, pour vous, au milieu de terrain, qui a marqué des points? Et entre la performance sportive de cette rencontre-là et la nécessité d'opérer un turnover tout en étant performant sur les 2 prochains matchs face à Slovako et face à Troyes, bah, en fait, comment ça va se passer? Est-ce que là, on a aussi fait quand même souffler, des joueurs importants parce qu'on a d'autres échéances peut-être même plus importantes que ce match face à Paris qui arrive? Qui est-ce que vous aligneriez, là dans les prochains jours si demain, voilà, il fallait absolument récupérer 3 points, que ce soit sur la scène européenne ou nationale? Mmh. Pour moi, la triplette gagnante, on va dire ça comme ça pour l'instant, c'est alors qu'importe comment dire? Le schéma tactique, mais les 3 noms qui me viennent en tête, c'est bon, Khéphren Thuram pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Aaron Ramsey, je reste persuadé que, quand il est sur le terrain, on est meilleur. À chaque fois qu'il a été titulaire cette saison, on a fait de meilleurs matchs. À chaque fois, il est vraiment très utile parce que c'est le joueur, je pense, pour l'instant, le plus complet au milieu de terrain, qui a vraiment ce rôle un petit peu de box to box. Il court beaucoup, il apporte beaucoup offensivement aussi, donc il est très, très utile. Et ensuite Mario Lemina qui apporte une énorme densité physique, une grande capacité de récupération et qui en plus est pas, comment dire? Est pas maladroit avec ses pieds. Donc du coup, je pense que ces 3 là, enfin moi si tu me dis les 3 noms que tu mets au milieu de terrain pour ta compo, c'est les 3 qui me viennent en tête. Après à voir aussi avec Hicham Boudaoui, qui est malheureusement. J'aurais bien voulu voir Hicham Boudaoui contre Paris, mais malheureusement qui s'est reblessé. Mais c'est les noms qui me viennent en tête, pour l'instant. Après voilà, c'est surtout aussi du fait que d'autres joueurs au milieu de terrain se montrent pour le moment vraiment, enfin plutôt décevants.
Donc c'est à la fois leur talent et aussi du fait que d'autres joueurs sont des ans au milieu de terrain. Oui, bah, de toute façon, on va dire dans une animation à 2 milieux ou à 3 milieux, admettons, contre Slovako, si on part en 4-2-3-1, Limina Thuram, c'est d'office. Ça a fonctionné en début de saison. Ça commençait à prendre un peu, des, automatismes, pardon. Mais par contre, tu vois, si tu joues avec un milieu du nu si tu joues avec le numéro 10, sur le prochain match, eh bien, j'aimerais bien voir Barkley. J'aimerais bien voir de Barkley dans un rôle un peu plus axial. Non pas que je trouve Ramsey, hors de forme, bien au contraire. Mais là, si tu me poses la question, les 3 milieux de terrain, je signe plutôt pour Barkley. OK, bon, on verra. De toute façon, il y a aussi la gestion physique, à voir. Mario Lemina qui est sorti avec les jambes qui tiraient. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner 2 titularisations, jeudi et dimanche après la débauche d'efforts au Parc des Princes? Ce sera à Lucien Favre de trouver la solution évitant éventuellement en son absence. Messieurs, je vais pas faire un 11, on va dire, revenir sur la performance individuelle de tous les joueurs, surtout que pour une fois, on arrive un peu en dernier après toutes les autres émissions consacrées à l'OGC Nice et le match était déjà samedi, donc ça a largement été discuté par nos amis de COP Aiglon, de 100% Aiglon et autres, et puis évidemment sur vous toutes et vous tous sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais un peu revenir sur encore 2 points, si vous me le permettez, qu'on n'a pas forcément encore évoqué. Le premier, c'est ce premier but de Gaëtan Laborde, hein, on l'a cité, un but voilà, en renard des surfaces, dans un match qui a peut-être pas forcément été son match le plus accompli, bon, pas aidé par l'adversaire et par la moindre possession de balles de l'OGC Nice, mais ça y est, c'est peut-être le déclic. Et est-ce qu'en fait, du coup, Gaëtan Laborde n'envoie pas aussi un signal à son coéquipier, certes, mais aussi concurrent en attaque, Andy Delors, en montrant que bah, il est aussi capable de marquer dans le jeu. Il est aussi capable d'être le numéro 9 buteur, plus que le coéquipier très utile qu'il a été ces dernières semaines à l'OGC Nice. Oui, c'est un petit peu dans le rôle aussi qu'on attend de lui. C'est pas forcément justement un joueur qui va tout le temps être présent dans le jeu, même s'il peut le faire. Mais justement, il a eu son occasion, il a marqué. Voilà, moi, je j'attends pas forcément plus de lui. On sait très bien que c'est un très bon finisseur. Justement, moi, j'étais très content qu'il puisse marquer ce but. C'est totalement le genre de but en plus où il est doué, justement, faire des petites différences comme ça dans la surface, savoir bien se placer, rester alerte. Donc c'est vraiment, enfin, c'est ce que j'attends de lui. En plus, je pense, voilà, comme j'ai dit au tout début de l'émission, que ça peut le lancer. Il attendait ce but pour se lancer avec nous et lancer sa saison. Donc c'est super positif. Moi, j'étais vraiment content que ce soit lui qui marque. Après, il envoie aussi un petit message, ouais, comme tu dis, à Andy Delors, parce que c'est vrai qu'Andy Delors nous a pas mal sauvé par les stats, on va dire, le début de saison. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, pour l'instant, on le voyait vraiment pas. Et il loupait aussi pas mal d'occasions, il faut le noter. Donc je pense que c'est bien, ça va tirer un peu les deux vers le haut. On sait qu'ils s'entendent très bien, mais s'il y a une concurrence saine entre les deux, ça peut être très très bien aussi, parce que si les deux sont au top, ça peut vraiment faire mal en attaque. Ouais. Pancho, on ne va pas s'enflammer dès le premier but marqué par Gaëtan Laborde, même si je pense que ça fait du bien à la tête, la sienne en premier lieu, et puis celle des supporters de l'OGC Nice. Mais effectivement, Gaëtan Laborde, est-ce que ce n'est pas en plus un profil bah, qui est un peu plus joueur, un peu plus collectif, peut-être une meilleure entente pardon, avec Sofiane Diop aussi qu'un Andy Delors qui est peut-être davantage finisseur et en pointe de l'attaque? C'est bien d'avoir ces différents profils, mais c'est peut-être aussi, voilà, plus dans l'ADN de Lucien Favre, un profil comme Gaëtan Laborde? Complètement. Je pense que, sur le dispositif de samedi, mettre Laborde seul en pointe, ça me paraît quand même vachement plus cohérent et compréhensif qu'un Delors seul. On a vu que seul, c'est plus compliqué, techniquement, c'est pas du même niveau que Laborde. Laborde a les 2 pieds, Delors n'a que le pied droit. Le jeu de haut but, Laborde, c'est beaucoup plus, je trouve, intéressant et très content de son but. Alors c'est pas le plus beau but, c'est évident. Par contre, voilà, ça le lance, ça le débloque un peu, sur cette saison et dans notre aventure, dans cette aventure avec nous. Ouais, très content et pas sûr
que Delors, enfin, oui, il y a une concurrence, mais il va y avoir quand même énormément de matchs. On voit que les dispositifs évoluent, pas impossible qu'une attaque à 2 ressurgisse, jeudi, vu qu'apparemment, voilà, ça joue pas trop sur la stabilité, tactique. Donc non, je suis pas trop inquiet, pas trop inquiet, pardon, par rapport à ça. Et ouais, un but dans le jeu, mais c'est rare pour être souligné aussi. Donc bravo à lui. C'est vrai. Enfin, un 3e but seulement, hein, dans le jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison, hein. L'OGC qui fait toujours partie des moins bonnes attaques, de la Ligue 1. Mais bon, on espère que ça va se solutionner dans les prochaines semaines et déjà, bah, ce dimanche face à 3. Mais avant d'arriver, messieurs, sur les 2 matchs de la semaine, et votre petit, pronostic, bah, parlons de l'action qui mène à ce 2e but de Kylian Mbappé. C'était le gros débat, du week-end sur notre communauté, notamment sur Twitter. Alors, je ne vous demande pas évidemment de désigner un coupable, un vieux méchant tout pourri, le mistigri de l'équipe qui serait responsable seul et entier de la défaite. Mais comment est-ce que vous analysez cette action de la relance de Kasper Schmeichel à l'intervention de Melvin Barr et tout ce qui s'ensuit? Est-ce que pour vous, voilà, c'est symptomatique d'un gardien, d'une défense qui a du mal à communiquer depuis le début de la saison? Est-ce que c'est une micro-erreur qui serait passée inaperçue face à 18 autres équipes de Ligue 1? Voilà, qu'est-ce que vous retenez à froid de cette action? Vas-y, Jérémy. Alors comme tu l'as dit, c'est pas la responsabilité d'un seul joueur. En regardant bien le but, c'est vrai que c'est, un petit peu, une multitude de petites erreurs qui se suivent. Malheureusement, c'est, bah, comme tu l'as dit, hein, face à d'autres équipes du championnat, ça peut passer. Contre Paris qui fait aussi, il faut le dire, une très belle action, hein, ça passe pas. C'est dommage. Enfin, alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu choqué. Bon, après, on a parlé du dégagement de Kasper Schmeichel. Je comprends pas trop pourquoi tu dégages comme ça sur un latéral. Pour moi, vu la minute de jeu à laquelle on est et vu qu'à ce moment-là, tu subis énormément, il aurait fallu allonger pour faire ressortir un petit peu la défense. On en revient toujours au même point, c'est que quand tu es un gardien de son expérience et de son talent, normalement, ça, enfin, c'est quelque chose qui aurait dû être fait en fait. Après, c'est pas non plus de sa faute si bon, Melvin Barr justement fait aussi une petite erreur. Après voilà, Melvin Barr, il a fait un super match cette fois. J'ai pas envie de le critiquer. Il subit un gros pressing. On est à la 80e minute de jeu. Il a le droit d'être un petit peu fatigué aussi. Mais c'est vrai que le point que je veux quand même souligner, c'est que Paris aussi fait une très très belle action. Je pense que voilà, contre plein d'autres équipes du championnat, ça passe pas pareil. Après, moi, là, c'est vrai que la première réaction, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est vrai que sur le tir d'Mbappé, je me suis dit que peut-être Schmeichel aurait pu plonger un petit peu plus vite, mais Il je paraît sais masqué quand enfin, même, hein. ouais, en fait, je sais pas trop. Au début, je me suis dit, mais bon, il est un peu lent sur ce coup-là. Après, c'est vrai que voilà, ça arrive quand même vite, donc je suis un peu partagé. Mais voilà, c'est comme on disait un petit peu en début d'émission, et comme sur le premier but, c'est des petites erreurs et malheureusement, on l'a payé cash et c'est très très dommage. Mais voilà, c'est une multitude de petits erreurs qui se sont suivis, mais bon, c'est pas forcément que de la faute d'un joueur. Après, voilà, on vise. Je sais qu'il y a encore eu le débat Schmeichel, et moi le premier, j'ai râlé hein, sur Schmeichel au début. La relance, c'est quand même assez Voilà, maladroite puisque ça met pas, Melvin Barr non plus dans des c'est pantoufles. Après, il aurait pu la laisser sortir ou faire sa tête le long de la ligne de touche plutôt que de la mettre dans l'axe, bien entendu. Mais bon, ça voilà, c'est aussi une série de difficultés, parties c'est d'un ça. geste technique qui était peut-être pas le plus inspiré, en tout cas pas le plus facile à réceptionner. C'est ça. Et en fait, surtout mon point, c'est que par exemple, si tu as un jeune gardien qui fait cette erreur-là, avec un jeu au pied qui est moins bon que celui de Kasper Schmeichel, tu peux dire bon, ok. Mais c'est vrai que là, en fait, on attend toujours énormément de ce gardien-là, de ce joueur-là, parce qu'on sait que c'est lui qui peut porter l'équipe, normalement, hein, on l'a recruté pour ça, qui peut justement te faire gagner des points de cette manière-là aussi, le jeu à l'expérience. Et là, voir cette erreur-là de sa part, en fait, c'est juste qu'on le voit plus que d'autres erreurs qui ont pu intervenir sur cette action-là, en fait. Mais Oui, après, et c'est sûr qu'il que c'est un a et qu'il assemblage a de été choses. recruté pour son jeu au pied en C'est ça, plus, davantage qu'un Walter Benitez, par exemple, et que c'est, sa principale plus-value par rapport à Marcin Bulka, même si pour l'instant on a du mal à voir la plus-value sur le reste du jeu malheureusement.
Pancho, je ne sais pas si tu veux le mot de la fin, ou en tout cas plus que le mot de la fin. Je trouve qu'on a pas mal couvert que ce soit le scénario et puis le contenu de la rencontre, mais il est possible que j'ai oublié de lancer un débat sur quelque chose dont vous souhaitiez parler. Donc s'il y a quelque chose, Pancho, Beh, j'ai juste envie peut-être de donner mon avis sur Schmeichel. bien sûr. Hem, donc sur le coup, bon déjà, C'est marrant imagi d'ailleurs, c'est que je te demande ton avis sur l'action et que tu dis mon avis sur Schmeichel. Donc déjà, est-ce que c'est parce que tu as envie de on a vu que non, sur ton Twitter, tu as quand même, eu un peu envie de le défendre, en tout cas de tempérer un peu les disons que réactions véhémentes de c'est certains. ça, c'est ça, tout à fait. Déjà sur l'action, moi le premier, je me dis: «Mais pourquoi il envoie pas une saucisse à l'autre bout du terrain?» Il y avait, un bloc haut parisien. Qu'est-ce que tu t'en vas, alors la relance, elle est propre. Pour moi, elle est propre la relance. Mais déjà tu joues sur la tête de Melvin Barr. Melvin Barr qui est pas le meilleur joueur de tête de l'effectif. Tu le mets dans une situation inconfortable. Pour moi, la relance, elle est plutôt bonne, mais elle est pas appropriée à ce moment-là du match. On joue là, 85e minute de jeu. Tu vas pas essayer de jouer pour moi à ce moment-là, et c'est là aussi la limite qui est compliquée entre justement les idées, les principes de jeu et la réalité, qui est que, Nice a besoin de points, et à ce moment-là, pour moi le choix n'est pas le bon. Après, ce qui m'a un peu énervé, c'est que, voilà, Calvin Stengs, est parti, Kasper Dolberg est parti, et ben voilà, il faut qu'on le remplace, il faut qu'on remplace un peu la tête de turc, de l'effectif niçois, et Kasper Schmeichel remplit toutes les cases. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu les rumeurs enfin, il y a quelques semaines par rapport à son influence dans le club, et Le cetera, et Judas. cetera. Le Judas, voilà. On n'aura pas le mot de la fin, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le gardien titulaire de l'OGC Nice. Il fait partie de la série de petites erreurs ou de prises. Pour moi, c'est pas des erreurs, c'est des prises de risques inutiles en fait, Mmh. lors de ce match-là. Donc c'est dommage. Après, il fait quand même de mémoire deux trois arrêts aussi. Voilà, on en attend mieux, mais difficile de lui en vouloir là-dessus. Et juste aussi l'autre chose dont on n'a pas parlé, et assez étonnant quand on a vu le torrent de caca qu'a pris Smasher après le match, c'est Nicolas Pepe. La rentrée de Nicolas Pepe, mais fantomatique, Alors je j'ai pas fantomatique. envie de me la jouer en vous disant: «Ça fait 3 semaines que je vous le dis minimum», mais bon, C'est vrai, en tu peux le dire. attendant, depuis le début de la saison, on a quand même rien vu de Nicolas Pepe et j'ai pas envie de le défendre là, mais il rentre pas non plus au moment du match où c'est le plus facile pour lui, d'exprimer ses qualités, parce que c'est quand même le moment du match où on commence à être, sevré de ballon. Donc c'est vrai que, il aurait pu peut-être un peu faire parler ses qualités de vitesse et d'appel pour proposer des solutions devant, mais on peut pas dire non plus qu'on a eu des masses de ballons, à faire remonter. Mais bon, en tout cas, je partage ton avis sans trop de surprise sur le début de saison, catastrophique de Nicolas Pepe, qui a montré, des bribes de bons matchs à Lille, et c'est à peu près tout depuis qu'il a rejoint notre club. Bon, après, on sait que c'est un joueur qui a pas beaucoup enchaîné ces dernières saisons, mais c'est quand même un peu préoccupant à mes yeux. Jérémy, est-ce que tu as un dernier dossier à ouvrir, ou est-ce qu'on se lance dans les pronos sur la fin de la semaine de l'OGC Nice? J'ai un tout petit point que j'aimerais dire, c'est la prestation encore une fois de Mattia Vitti, qui va devenir, je pense, un de mes chouchous s'il continue comme ça. Je trouve que c'est un très bon défenseur parce que pour l'instant, il a eu que des matchs compliqués contre des grosses équipes. À Marseille, chaque fois, Monaco et Paris, 3 défaites, ça à la Lille clé, aussi. pas mal de buts encaissés, 6 si je dis pas de bêtises du coup, et Il pourtant, il c'est a une joué contre Lille aussi. satisfaction. On a joué contre Lille, effectivement. Non, mais je trouve que c'est un défenseur justement qui est très propre. Enfin, il est plutôt discret, mais il fait toujours des bons matchs pour l'instant. Sur les quelques relances qu'il a à faire, il est toujours très propre. Il fait pas d'erreurs. Il est bon dans les duels. Et j'aime bien. Il a l'air d'être un petit peu râleur aussi, vraiment le défenseur qui lâche rien. Donc j'aime beaucoup pour l'instant ce qu'il montre. J'espère qu'on continuera à en voir plus. Mais pour moi, c'est clairement une très bonne pioche et c'est très très bien de le voir comme ça.
Priorité de Lucien Favre. On le rappelle pour une expression consacrée lors du dernier mercato. Marque déposée. Voilà, effectivement, marque déposée. On va lancer une gamme de t-shirts, voilà, priorité de Lucien Favre et tout machin. Bref, blague à part, messieurs, 2 matchs, déplacement à Slovako interdit pour les supporters niçois sur une décision ridicule de l'UEFA. On va pas refaire le débat et réception de 3 ce dimanche. Messieurs, est-ce qu'on dit carrément 6 points obligatoires ou est-ce que sous condition 4 points c'est acceptable? Victoire contre 3 obligatoire, Mmh. déjà. Je pense que la priorité à l'heure actuelle, ça reste le championnat. Mais dans l'état actuel des choses, il ne faut pas perdre à Slovako. Ce serait bien de gagner, naturellement. Bien sûr que si on fait 6 points, c'est royal, hein. Mais pour moi, quitte à choisir, je préfère une victoire contre 3 et on va dire un petit match nul à Slovako qui, comme tu l'as souligné, Sky, dans le podcast Passion Saint-Germain, je crois, est, en même temps la Mmh. meilleure attaque du groupe et pire défense. Donc ça va être, je pense, un adversaire, enfin ça va être un match ouvert, donc il risque d'y avoir des situations. Mais on va dire que je prends surtout la victoire et j'attends surtout, on va dire une attitude, dans la lignée de ce qu'on a pu voir contre Paris et surtout une victoire ce week-end. Ouais, effectivement. Jérémy, est-ce que pour toi, un match nul à Slovako, si derrière tu bats la même équipe à domicile, ça te met dans des dispositions très correctes pour jouer ta qualif à la maison face aux Partizan Belgrade? Ou est-ce que là, de toute façon, il faut aussi, enfin se permettre d'être ambitieux et c'est 2 équipes largement à notre portée? Alors moi, je vais être très, dur. J'attends 6 points et avec la manière. Donc, c'est-à-dire que pour moi, Slovako, il faut gagner les 2 matchs parce que il faut, comment dire? Il faut montrer que tu es là dans cette compétition, dans ton groupe. Pour aller plus loin, il faut battre cette équipe, je pense. Et après, alors après à choisir, voilà, comme Pancho, moi je préfère quand même prendre les 3 points contre 3. Parce que c'est ultra important, que ce soit dans les têtes ou même comptablement. On n'a plus le droit à l'erreur du tout, donc il faut prendre des points contre cette équipe-là. Et j'attends comment dire, de voir, de continuer sur ce qu'on a vu de positif contre Paris, mais qu'on arrive à capitaliser là-dessus et faire encore mieux pour les 2 prochains matchs. Donc moi, j'espère 6 points pour les 2 prochains matchs. Eh ben, espérons-le, en tout cas, qu'on puisse capitaliser sur les belles choses qu'on a vues face au Paris Saint-Germain samedi dernier, malgré la défaite. 3 points en Coupe d'Europe et 3 points en championnat. Je dis pas que ça changerait tout, mais bon, ça nous mettrait dans des meilleures dispositions déjà. On se retrouve vendredi pour le direct post-Coupe d'Europe sur la chaîne Twitch de Sports Content, hein. Vous avez déjà l'habitude après les 2 premiers rendez-vous, puis le podcast, ça sera probablement lundi prochain, même si on doit encore décider entre nous de la date. Mais bon, ça devrait le faire. Sans vous promettre une journée fixe, on devrait à peu près tourner autour de cette date-là un peu plus régulièrement cette saison. Messieurs, merci de m'avoir accompagné déjà. Merci d'avoir fait nocturne avec moi, hein, pour une fois. C'est rare, mais jusqu'au bout de la nuit pour parler de l'OGC Nice. Et puis voilà, vous retrouvez cette émission bien évidemment sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, etc., etc. Et puis sur la chaîne YouTube de Sports Content également. N'hésitez pas à nous commenter, nous abonner. Bon, vous connaissez la chanson maintenant. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très vite. Et Merci à puis, toi. c'est Anissa. Avec plaisir. Issa Nissa. Issa Nissa.